Il était 4 heures du matin, quand Antoine descendit, chercher un verre de lait. Il ne s'attendait pas à trouver qui que ce soit d'éveillé. Le manoir de Valois était silencieux, les couloirs plongés dans l'obscurité. Seule la faible lumière de la lune filtrait à travers les hautes fenêtres. Mais en passant devant la cuisine, il entendit quelque chose, de l'eau qui coulait, du métal qui claquait contre de la céramique, et une respiration lourde, celle d'un enfant. Antoine s'arrêta. Il jeta un coup d'œil à travers la porte, légèrement entr'ouverte. Et ce qu'il vit lui glaqua le sang. Une petite fille, petite, beaucoup trop maigre, des cheveux noirs, tirés en une queue de cheval négligée, une chemise de nuit simple, qui avait clairement connu des jours meilleurs. Elle se tenait sur un tabouret, sur la pointe des pieds, s'efforçant d'atteindre l'évier, en train de laver une montagne de vaisselle. À 4 heures du matin. Antoine reconnut la fille. C'était Léa, la fille de Fatima, l'une des femmes de ménage du manoir de Valois. 11 ans. Juste une enfant, en train de faire le travail d'un adulte, au milieu de la nuit. Antoine observa en silence pendant un instant. Les mains de Léa étaient immergées dans l'eau, rouge, gerçure, comme si elle y était depuis des heures, des jours, des semaines. Ses yeux se fermaient presque de fatigue. Mais elle ne s'arrêtait pas. Assiette après assiette, verre après verre, casserole après casserole, comme si sa vie en dépendait. Antoine fit un pas dans la cuisine. Le plancher grinça. Léa se figea. Elle se retourna si vite qu'elle faillit tomber du tabouret. Et quand ses yeux croisèrent ceux d'Antoine, Antoine vit la terreur, de la terreur pure, absolue. Monsieur de Valois. C'est moi, dit-elle, sa voix tremblant. Je peux expliquer. J'étais juste. Antoine leva la main. Doucement, dit-il, sa voix douce. Je ne suis pas en colère. Léa ne semblait pas convaincue. Elle tremblait maintenant. Ses mains dégoulinaient toujours d'eau glacée. S'il vous plaît, dit-elle. S'il vous plaît, ne le dites pas à maman. S'il vous plaît. Quelque chose dans cette supplication fit une pause à Antoine. Ne le dites pas à maman. Ce n'était pas la peur d'une punition. C'était la peur que sa mère ne le découvre. Pourquoi ta mère ne doit-elle pas savoir ? Demanda Antoine. Léa baissa les yeux. Elle ne répondit pas. Antoine s'approcha, lentement, comme s'il approchait un animal effrayé. Léa, dit-il, il est 4 heures du matin. Tu devrais dormir. Pourquoi fais-tu la vaisselle ? Léa se mordit la lèvre. J'aime aider, dit-elle. C'était un mensonge. Antoine le savait. Tu aimes faire la vaisselle à 4 heures du matin, répéta-t-il. Léa hocha la tête. Trop vite, trop nerveusement. Antoine regarda à nouveau ses mains, les mains rouges, gercées, d'une enfant de 11 ans. Depuis combien de temps fais-tu ça ? Demanda-t-il. Léa ne répondit pas. Léa. Antoine s'accroupit à sa hauteur. Tu peux me le dire. Je te promets que je ne te punirai pas. Les yeux de Léa se remplirent de larmes, mais elle les refoula, déglutit, força les larmes à redescendre, comme un enfant qui avait appris à ne pas pleurer. 3 semaines, dit-elle finalement, sa voix à peine audible. 3 semaines. Une enfant de 11 ans, qui fait la vaisselle à 4 heures du matin, depuis 3 semaines. Pourquoi ? Demanda Antoine. Léa regarda ses pieds nus. Moi, parce que maman ne peut pas, dit-elle. Les mots planèrent dans l'air, lourds, douloureux. Ta mère ne peut pas, répéta Antoine. Léa secoua la tête. Elle s'arrêta, prit une profonde inspiration. Elle est fatiguée, vraiment fatiguée. Elle travaille toute la journée et quand la nuit arrive, elle ne peut plus rien faire. Alors je le fais. Antoine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Tu fais le travail de ta mère, dit-il. Ce n'était pas une question. Léa hocha la tête. Juste les choses qu'elle ne peut pas, dit-elle rapidement. Juste quand elle est vraiment fatiguée. Je me lève tôt. Je fais ce qui doit être fait. Puis je retourne me coucher avant qu'elle ne se réveille. Elle ne sait pas. Antoine ferma les yeux pendant un instant. Une enfant de 11 ans.
Qui se réveille à 4 heures du matin pour faire le travail de sa mère, en secret, pour la protéger? Depuis combien de temps ta mère est fatiguée? Demanda-t-il. Léa hésita. Quelques mois, admit-elle. Ça a commencé lentement. Elle avait parfois des vertiges. Puis elle a commencé à avoir des douleurs. Maintenant, elle ne peut plus faire grand-chose la nuit. Mais elle ne peut pas arrêter de travailler. Si elle arrête, Léa ne termina pas la phrase. Elle n'avait pas besoin de le faire. Si Fatima arrêtait de travailler, elle serait renvoyée. Et si elle était renvoyée, elles perdraient leur maison, les logements du personnel, le seul endroit qu'elles avaient. Antoine regarda autour de lui dans la cuisine. La pile de vaisselle qui attendait toujours, les casseroles et poêles empilés, tout le travail qui restait à faire. « Et tu fais tout ça toute seule », dit-il. Léa hocha la tête. La vaisselle, le nettoyage, parfois un peu de cuisine, tout ce que maman est censée faire la nuit. Je le fais le matin, très tôt, avant que quiconque ne se réveille. « Et l'école ?» demanda Antoine. Léa se figea. « Quoi l'école ?» dit-elle. « Tu vas à l'école, Léa. » Silence. Un silence qui en disait long. « Léa » dit Antoine, son ton plus sérieux maintenant. « Vas-tu à l'école ?» Léa baissa la tête. « Parfois, » murmura-t-elle. « Parfois. » « À quand remonte la dernière fois que tu y es allée ?» Léa ne répondit pas. « Léa. »« La semaine dernière, » dit-elle finalement. « J'y suis allée lundi. Mais ensuite, maman a empiré et je n'ai pas pu. » Elle s'arrêta, les larmes s'échappant finalement, coulant sur le visage fatigué d'une enfant qui portait le monde sur ses épaules. « Je n'ai pas pu y aller, » dit-elle, « parce que si je le fais, qui prendra soin de maman? Qui fera son travail? Qui s'assurera qu'elle ne se fasse pas renvoyer ?» Antoine sentit sa gorge se serrer. « Tu as 11 ans, » dit-il. « Je sais, » répondit Léa, « mais maman n'a que moi, et je n'ai que maman. » Elle essuya ses larmes avec le dos de ses mains rouges, ses mains qui semblaient brûlées par tant d'eau glacée. « S'il vous plaît, monsieur de Valois, » dit-elle. « S'il vous plaît, ne le dites à personne. Si madame Dubois découvre que maman ne peut pas faire son travail, elle nous renverra. Et si maman est renvoyée? Je ne sais pas ce qui va nous arriver. » Antoine regarda cette petite fille, cet enfant, qui sacrifiait son enfance, son éducation, son sommeil, tout pour protéger sa mère. Et quelque chose en lui se brisa, parce qu'Antoine savait ce que c'était de perdre quelqu'un. Il y a 3 ans, sa femme était décédée, le laissant seul avec son fils Lucas, qui n'avait que 5 ans à l'époque. Depuis lors, Lucas parlait à peine, souriait à peine, vivait à peine. Et Antoine s'était refermé lui aussi, concentré sur son travail, sur le manoir, sur ses responsabilités, oubliant qu'il y avait encore des gens dans le monde qui avaient besoin d'aide, des gens comme Léa et Fatima. « Léa, » dit Antoine, « va te coucher. »« Mais la vaisselle ?»« Je vais la finir, » dit-il. Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « Vous, monsieur. »« Je vais la finir, » répéta Antoine. « Va dormir. Tu dois te reposer. »« Mais, monsieur, c'est un ordre, » dit Antoine, mais sa voix était douce. « Dors, Léa, nous en parlerons demain. » Léa hésita. Elle regarda la vaisselle. Antoine, ses propres mains. « Merci, » murmura-t-elle. Puis elle descendit du tabouret. Elle se dirigea vers la porte. Et avant de partir, elle jeta un dernier regard en arrière. « Monsieur de Valois, » dit-elle. « Oui ? Vous promettez que vous ne le direz pas à maman ?» Antoine la regarda. « Cette jeune fille, portant tante, toute seule. Je te le promets, » dit-il. Léa acquiesça. « Merci, » répéta-t-elle. Et puis elle disparut, ses petits pas résonnant dans le couloir sombre. Antoine resta immobile dans la cuisine, regardant la pile de vaisselle, l'évier rempli d'eau glacée. Tout ce que cet enfant de 11 ans faisait. Et alors, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps. Il retroussa ses manches et commença à laver, assiette par assiette, verre par verre,
pensant à tout ce qu'il avait découvert, et à tout ce qu'il devait encore découvrir, parce que quelque chose n'allait pas du tout, et Antoine allait découvrir quoi? Le lendemain matin, Antoine appela son assistant. « J'ai besoin d'informations, dit-il, sur une employée, Fatima Chen, tout ce que vous pouvez trouver. » L'assistant acquiesça. « Y a-t-il quelque chose de spécifique que je devrais rechercher, monsieur ?» Antoine pensa à la fillette aux mains rouges, à la mère trop épuisée pour travailler, à l'enfant qui manquait l'école pour faire le travail d'un adulte. « Dossiers médicaux, dit-il, antécédents professionnels et tout ce qui concerne sa fille. Surtout sa fréquentation scolaire. » L'assistant hésita. « La fille, monsieur? Ce n'est qu'une enfant. »« Je sais, » répondit Antoine. « C'est pourquoi j'ai besoin de savoir. » Le rapport arriva cet après-midi, et c'était pire que ce qu'Antoine avait imaginé. Fatima Chen, 35 ans, femme de ménage au manoir de Valois depuis 8 ans. Dossier impeccable jusqu'à il y a 6 mois, quand tout a commencé à s'effondrer. Plainte concernant un travail incomplet, avertissement pour retard, réclamation de la gouvernante en chef. Madame Dubois, concernant des performances insatisfaisantes, et au cours des 3 derniers mois, Fatima avait été avertie 4 fois. Elle était à 2 doigts d'être renvoyée. Antoine continua sa lecture. Dossiers médicaux, néant. Fatima n'allait pas chez le médecin, n'avait pas d'assurance maladie, n'avait pas d'argent pour les rendez-vous, ce qui signifiait que quelle que soit la maladie dont elle souffrait, elle n'était pas traitée. Et la fille? Léa Chen, 11 ans. Fréquentation scolaire au cours des 30 derniers jours, 23 absences. 23 absences en 1 mois. Une enfant de 11 ans. Qui devrait apprendre? Jouer, être une enfant. Au lieu de cela, elle faisait la vaisselle à 4 heures du matin, pour sauver sa mère. Antoine ferma le rapport et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. De la colère, pas contre Léa, pas contre Fatima, contre tout le reste, contre le système qui les avait laissés tomber, contre les personnes qui ne l'avaient pas remarqué, contre lui-même. Pour ne pas l'avoir vu plus tôt, une enfant sacrifiait tout, et personne ne l'avait remarqué. Jusqu'à maintenant. Antoine se leva. Il avait beaucoup de travail à faire. Dans les jours qui suivirent, Antoine observa, discrètement, de loin, mais il regarda. Et ce qu'il vit fit encore plus sombrer son cœur. Léa se réveillait à 4 heures du matin, tous les jours, sans exception. Elle descendait à la cuisine pendant que le manoir dormait, faisait la vaisselle, nettoyait les surfaces, organisait le cellier, tout en silence, toute seule. À 6 heures, elle retournait dans sa chambre, faisait semblant de dormir. Et quand Fatima la réveillait à 7 heures, Léa souriait comme si elle s'était reposée toute la nuit, comme si elle ne mourait pas d'épuisement à l'intérieur. Antoine observa Fatima aussi. La femme était clairement malade. Ses mouvements étaient lents, calculés, comme si chaque pas lui coûtait une énergie qu'elle n'avait pas. Parfois, elle s'appuyait contre les murs quand elle pensait que personne ne la regardait. Parfois, elle fermait les yeux au milieu d'une tâche, respirant profondément, combattant quelque chose qu'Antoine ne pouvait pas voir. Mais elle ne s'arrêtait jamais, ne se plaignait jamais, ne demandait jamais d'aide. Elle continuait, parce que si elle s'arrêtait, elle perdrait tout. Et puis il y avait Madame Dubois, la gouvernante en chef. Antoine ne lui avait jamais accordé beaucoup d'attention auparavant. Elle était juste une autre employée, efficace, organisée, faisait fonctionner le manoir. Mais maintenant qu'il regardait, il vit des choses qu'il n'avait pas vues auparavant. Comme la façon dont Madame Dubois apparaissait toujours quand Fatima faisait une erreur. Toujours là, toujours prête à le documenter, à le noter, à ajouter une autre plainte au dossier. Mardi, Antoine vit Fatima laisser tomber un plateau. C'était un accident. Elle avait le vertige. Tout le monde pouvait le voir. Mais avant même que le plateau ne touche le sol, Madame Dubois était là, avec souriant. « Encore un accident, Fatima, » dit-elle. Sa voix aussi douce que du poison. Cela devient une tendance inquiétante. « Ce n'était qu'un plateau, » dit Fatima. Sa voix faible. « Je vais nettoyer.
Oh, je sais que vous allez nettoyer, répondit Madame Dubois. Mais les plateaux cassés coûtent de l'argent, et les accidents fréquents. Elle laissa la phrase en suspens. Eh bien, vous comprenez. Fatima acquiesça, la tête baissée, les mains tremblantes. Cela ne se reproduira plus, dit-elle. Madame Dubois sourit à nouveau, ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je l'espère, dit-elle, pour votre bien. Et celui de votre fille. La mention de Léa fit se figer Fatima, et Antoine aussi, parce que ce n'était pas une observation, c'était une menace. Antoine continua à observer, et les choses ne firent qu'empirer. Mercredi, il vit Léa dans le jardin. C'était l'heure du déjeuner. La fillette aurait dû être à l'école, mais elle ne l'était pas. Elle était accroupie derrière des buissons, regardant la maison à travers la fenêtre. Antoine s'approcha. « Léa !» dit-il doucement. Elle sursauta, se retourna, et quand elle vit que c'était lui, elle se détendit, mais seulement un peu. « Monsieur de Valois, dit-elle, pourquoi n'es-tu pas à l'école ?» Léa baissa les yeux. « Je ne me sentais pas bien. » Antoine la regarda, les cernes profonds sous ses yeux, les yeux rouges de quelqu'un qui ne dormait pas bien, les mains encore gercées. « Es-tu malade ?» demanda-t-il. Léa hésita. « Non, » admit-elle, « mais maman leste. » Antoine s'assit sur le banc du jardin. Il fit signe à Léa de s'asseoir aussi. Elle hésita, mais elle s'assit. « Dis-moi, » dit Antoine. Léa regarda ses propres mains, ses mains d'enfant qui faisaient le travail d'un adulte. « Elle a empiré, » dit Léa. Sa voix presque un murmure. Hier soir, elle pouvait à peine marcher. J'ai essayé de la forcer à rester au lit, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas. Elle a dit que si elle manquait un autre jour. Elle s'arrêta. Avalait sa salive. Madame Dubois. Madame Dubois a dit qu'une seule erreur de plus et maman sera virée. Léa continua. Et si maman est virée? On perd la maison. Et si on perd la maison? Elle jeta un coup d'œil à Antoine. Je ne sais pas où on irait. Antoine sentit le poids de ces mots. Une enfant de 11 ans, inquiète de savoir où elle vivrait, de comment elle survivrait, de comment elle prendrait soin de sa mère malade. « Tu ne devrais pas avoir à t'inquiéter de ces choses, » dit-il. Léa haussa les épaules. « Il faut bien que quelqu'un s'inquiète, » répondit-elle. « Et maman a déjà trop de soucis. » Antoine la regarda. Cette petite fille qui avait grandi trop vite, qui portait trop de poids, qui méritait tant plus. Et il prit une décision. « Léa, » dit-il, « je vais te poser une question, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. » Léa acquiesça, nerveusement. « Depuis combien de temps ta mère est-elle vraiment malade ?» demanda-t-il. Léa se mordit la lèvre. « Des mois, » dit-elle finalement. « Ça a commencé par de la fatigue, puis des vertiges, puis des douleurs. Maintenant, elle peut à peine faire quoi que ce soit le soir. Le matin, elle va un peu mieux, mais la nuit. Pourquoi n'a-t-elle pas consulté de médecin ?» Léa le regarda comme si la question n'avait aucun sens. « Les médecins coûtent de l'argent, » dit-elle. « De l'argent qu'on n'a pas. » Antoine ferma les yeux un instant. Une femme malade, sans traitement, parce qu'elle n'avait pas d'argent, dans son propre manoir, sous son propre toit. Et il ne le savait pas, ne s'était pas rendu compte. « Léa, » dit-il, « si je pouvais aider ta mère, me laisserais-tu faire ?» Léa le regarda, ses yeux remplis d'espoir et de peur en même temps. « Comment ?» demanda-t-elle. Antoine pensa à tout ce qu'il était, ce qu'il pouvait faire, les ressources qu'il avait, les guérisseurs de son peuple qui pouvaient à presque tout guérir. « Fais-moi confiance, » dit-il. Léa étudia son visage. « Pourquoi tu t'intéresses à ça ?» demanda-t-elle. « On est juste des employés. Maman est juste une femme de ménage. Pourquoi tu fais ça ?» Antoine considéra la question, pensa à sa femme qui était décédée, à Lucas qui ne souriait plus, à toutes les nuits qu'il passait seul, pensant qu'il ne pouvait rien faire pour changer le monde. « Parce que j'aurais dû remarquer ça plus tôt, » dit-il. « Parce que personne ne devrait vivre ce que tu vis.
Et parce que... Il la regarda. Tu me rappelles quelqu'un. Qui? Antoine sourit légèrement. Moi-même, dit-il, quand j'étais jeune, avant d'avoir le pouvoir de changer les choses. Léa ne comprenait pas complètement. Mais quelque chose dans son visage changea, la méfiance laissant place à quelque chose ressemblant à de l'espoir. « Tu vas nous aider ?» demanda-t-elle. « Vraiment ?» Antoine acquiesça. « Vraiment. » Les yeux de Léa se remplirent de larmes, mais cette fois, elle les laissa couler. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci. » Antoine posa sa main sur son épaule. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Ma, dit-il. Tu as juste besoin de retourner à l'école. Laisse-moi faire le reste. » Léa rit. Un rire mouillé, mais un rire. Le premier qu'Antoine avait vu depuis qu'il l'avait trouvé dans cette cuisine. « D'accord, » dit-elle. Antoine se leva. « Maintenant, vas-y, » dit-il. « Va étudier, va jouer, va être une enfant, au moins pour aujourd'hui. » Léa acquiesça, essuya ses larmes, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressembla à une fille de 11 ans, pas une adulte piégée dans un corps d'enfant. « Merci, monsieur de Valois, » dit-elle encore, et puis elle courut, de retour à la maison, à sa chambre, peut-être même à l'école. Antoine resta dans le jardin, la regardant partir, puis se tourna vers le manoir. Il avait beaucoup de travail à faire. Cet après-midi-là, Antoine trouva Lucas. Son fils était dans sa chambre, comme toujours, en train de lire, seul, en silence, comme il l'était depuis 3 ans. « Lucas », dit Antoine. Le garçon leva les yeux, des yeux très semblables à ceux d'Antoine, ambre et vert, des yeux de dragon. « Papa », dit Lucas, un seul mot. C'était plus que ce qu'il disait habituellement. « Puis-je m'asseoir avec toi ?» demanda Antoine. Lucas acquiesça. Antoine s'assit sur le lit, regarda le livre que Lucas lisait. Il parlait d'aventures, de pirates, de trésors, des choses que les garçons de 8 ans devraient aimer. « Tu connais la fille qui vit ici ?» demanda Antoine. « La fille de Fatima, Léa. » Lucas acquiesça. « Tu lui as déjà parlé ?» Lucas secoua la tête. « Non. »« Pourquoi pas ?» Lucas haussa les épaules. « Elle a l'air triste, » dit-il. « Comme moi. » Antoine sentit son cœur se serrer. « Tu penses qu'elle est triste ?» Lucas acquiesça. « Je la vois parfois, » dit-il. « Tôt le matin. Elle lave des choses, seule, dans le noir. » Antoine se figea. « Tu l'as vue ?» Lucas acquiesça. « Je ne dors pas bien, » dit-il. « Parfois je descends chercher à boire et je la vois travailler. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Lucas le regarda, ce regard qui était trop vieux pour un garçon de 8 ans. « Tu ne faisais pas attention, » dit-il. Les mots frappèrent Antoine comme un coup de poing, parce que c'était vrai. Il ne faisait pas attention, ni à Léa, ni à Fatima, ni à Lucas, à personne d'autre qu'à lui-même et à sa douleur. « Lucas, » dit Antoine, « je suis désolé. » Lucas pencha la tête. « Pourquoi faire ?»« Pour ne pas avoir fait attention, » répondit Antoine. « Pour avoir été tellement absorbé par mon propre monde que je n'ai pas vu ce qui se passait. Avec toi, avec les autres, avec tout le monde. » Lucas resta silencieux un instant. Puis il dit quelque chose qu'Antoine n'attendait pas. « C'est pas grave, papa, » dit-il. « Je ne faisais pas attention non plus, après maman. » Il s'arrêta, dégluti. « Après que maman soit partie, j'ai arrêté de regarder, parce que regarder faisait trop mal. » Antoine prit son fils dans ses bras. La première vraie étreinte depuis longtemps. Lucas ne résista pas, se laissa juste enlacer, comme un enfant devrait l'être. « Papa » dit Lucas contre la poitrine d'Antoine. « Oui, Léa. Elle a besoin d'aide, genre que sa maman est vraiment malade et qu'elle fait tout toute seule, et je crois qu'elle est vraiment fatiguée. Je sais, » dit Antoine, « et je vais l'aider. » Lucas se recula un peu, regarda son père. « Promets, je promets. » Lucas sourit, un petit sourire, presque invisible. « Mais le premier vrai sourire en 3 ans, d'accord, » dit-il. « Je te fais confiance. » Antoine serra à nouveau son fils dans ses bras et se promit qu'il mériterait cette confiance. Léa avait 11 ans. Elle devrait jouer, étudier, être une enfant.
Au lieu de ça, elle se levait à 4 heures du matin pour faire un travail d'adulte, pour sauver sa mère. Seule, si vous avez déjà connu quelqu'un qui a porté trop de poids trop tôt, alors vous comprenez pourquoi cette histoire est importante. Continuez à regarder, parce que ce qui se passe ensuite change tout. Cette nuit-là, Léa n'arrivait pas à dormir. Pas parce qu'elle faisait la vaisselle, mais elle ne pouvait pas arrêter de penser à ce que Monsieur de Valois avait dit. Il allait t'aider. Pour de vrai. Pour la première fois depuis des mois. Léa ressentit quelque chose qu'elle avait presque oublié. L'espoir. Elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, quand elle entendit quelque chose, un bruit venant de la chambre d'à côté, la chambre de sa mère. Léa se leva, se dirigea vers la porte, l'ouvrit lentement et vit Fatima assise sur le bord du lit, en train de pleurer. « Maman !» Fatima leva les yeux, essaya de cacher ses larmes. « Léa !» dit-elle. « Qu'est-ce que tu fais réveillée ?» Léa ne répondit pas à la question. Au lieu de ça, elle s'assit près de sa mère. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. Fatima secoua la tête. « Rien, ma chérie. Dors. Maman. » Fatima regarda sa fille. Cette petite fille qui était tout ce qu'elle avait au monde. Et les larmes recommencèrent à couler. « Je ne sais pas quoi faire, Léa, » dit-elle. « Madame Dubois m'a convoquée dans son bureau aujourd'hui. Elle a dit que mon travail n'était pas satisfaisant, que j'avais jusqu'à la fin de la semaine pour m'améliorer ou... » Elle ne termina pas. Elle n'avait pas besoin de... Léa sentit son cœur se serrer. Fin de la semaine. 4 jours. « Maman, » dit-elle, « tout ira bien. »« Comment ?» demanda Fatima. « Comment tout ira-t-il bien? J'arrive à peine à travailler. J'arrive à peine à tenir debout. Et si je perds cet emploi ?» Elle regarda autour de la petite pièce. « Nous n'aurons nulle part où aller. » Léa prit la main de sa mère. « On va trouver une solution, » dit-elle. « On le fait toujours. » Fatima regarda sa fille. Cette petite fille qui ne devrait pas avoir à trouver de solution à quoi que ce soit. « Mon amour, » dit-elle, « je suis tellement désolée. »« De quoi ?»« De tout ça. » Fatima toucha le visage de Léa. « Tu devrais être à l'école, à jouer avec tes amis, à être une enfant, au lieu de ça. »« Maman, » interrompit Léa, « ce n'est pas de ta faute. Mais, et si ?» dit Fatima. « Je suis ta mère. Je suis censée prendre soin de toi, au lieu de ça. » Elle ferma les yeux. « C'est toi qui prends soin de moi. » Léa se figea. « Quoi ?»« Je sais, Léa, » dit Fatima. « Je sais que tu te réveilles au milieu de la nuit. Je sais que tu fais mon travail. Je sais que tu ne vas pas à l'école. » Léa sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Maman, je sais tout, » continua Fatima. « Et je déteste ça. Je déteste que tu doives faire ça. Je déteste que je ne puisse pas l'empêcher. Je déteste être si faible. » Sa voix se brisa. Léa la serra dans ses bras, fort, comme si elle pouvait retenir sa mère et l'empêcher de s'effondrer. « Tu n'es pas faible, » dit Léa. « Tu es malade. C'est différent. » Fatima ne répondit pas. Elle serra juste sa fille en retour. Et toutes les deux restèrent là, mère et fille, se tenant l'une à l'autre. Dans la petite pièce qui était tout ce qu'elles avaient, sans savoir que quelqu'un écoutait, Antoine était dans le couloir. Il était allé vérifier si Léa dormait, au lieu de ça. Il entendit tout, et chaque mot était comme un couteau dans sa poitrine. Il s'éloigna silencieusement, retourna dans sa chambre, et prit une décision, plus de regarder. Il était temps d'agir. Le lendemain matin, Antoine convoqua Madame Dubois dans son bureau. La femme de ménage entra avec un sourire confiant. « Monsieur de Valois, » dit-elle, « comment puis-je vous aider ?» Antoine l'observa un instant. Ce faux sourire, cette confiance de quelqu'un qui pensait avoir le contrôle. « Asseyez-vous, » dit-il. Madame Dubois s'assit, toujours souriante. « J'ai examiné quelques dossiers, » commença Antoine, plus précisément concernant une employée, Fatima Chen. Le sourire de Madame Dubois vacilla. Juste une seconde. Mais Antoine le vit. « Fatima, » dit-elle. « Oui. »
Malheureusement, son travail a été problématique. Problématique comment? Eh bien, Madame Dubois se réajusta sur sa chaise. Accident fréquent. Travail incomplet, en retard. Elle était une excellente employée. Mais ces derniers mois, vous lui avez donné un ultimatum, dit Antoine. Fin de la semaine. Madame Dubois hocha la tête. Je n'avais pas le choix, monsieur. Les normes de ce manoir doivent être maintenues. Antoine se pencha en avant. Parlez-moi de ces accidents, dit-il. Combien y en a-t-il eu? Madame Dubois hésita. Plusieurs, dit-elle. J'ai tout documenté. Et ils se sont tous produits quand vous étiez présente. Un autre moment d'hésitation. Je suppose que oui. Après tout, en tant que chef-femme de ménage, c'est mon travail de superviser. Antoine hocha la tête. Intéressant, dit-il, parce que j'observe depuis quelques semaines, et j'ai remarqué quelque chose de curieux. Qu'est-ce donc, monsieur? Antoine se leva, se dirigea vers la fenêtre. Les accidents de Fatima semblent se produire uniquement quand vous êtes dans les parages, dit-il. Quand vous n'êtes pas là, ouais, elle travaille bien. Madame Dubois pâlit. Je ne sais pas ce que vous insinuez. Antoine se retourna. Et ses yeux n'étaient plus entièrement humains. Ils avaient une lueur, ambre et verte, comme du feu liquide. J'insinue, dit-il, sa voix basse, dangereuse, que vous avez délibérément saboté une employée malade, pour la faire renvoyer. Monsieur de Valois, Madame Dubois se leva. C'est absurde. Je ne ferai jamais. Asseyez-vous. Le mot vint comme un ordre, pas une requête. Et Madame Dubois s'assit, son visage blanc, ses mains tremblants. J'ai des caméras dans cette maison, continua Antoine. Des caméras dont vous ne connaissez pas l'existence? Et ces dernières semaines, j'ai vu des choses intéressantes. Il se dirigea vers son bureau, prit une télécommande, alluma l'écran sur le mur, et Madame Dubois regarda avec horreur des images apparaître, elle-même mouillant le sol avant que Fatima ne passe, elle-même déplaçant des objets à des endroits où Fatima trébucherait, elle-même ajoutant des tâches supplémentaires à la liste de Fatima quand personne ne regardait. Sabotage. C'est un délibéré, systématique. Pendant des semaines, Monsieur de Valois, commença Madame Dubois. Je peux expliquer. Pas besoin. Interrompit Antoine. Je comprends déjà. Vous vouliez que Fatima soit renvoyée. Pourquoi? Madame Dubois ne répondit pas. Antoine fit un pas vers elle. Et quelque chose se produisit. Des écailles. Petites, vertes, apparaissant sur ses tempes, et Madame Dubois vit. Mon Dieu, murmura-t-elle. Qu'est-ce que vous êtes? Antoine sourit. Mais ce n'était pas un sourire humain. Je suis quelqu'un qui protège ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, dit-il. Maintenant. Pourquoi vouliez-vous que Fatima soit renvoyée? Madame Dubois tremblait maintenant. Ma nièce, dit-elle, sa voix défaillant. Elle a besoin d'un emploi. J'ai pensé que si Fatima partait, vous alliez détruire une famille, termina Antoine, pour donner un emploi à votre nièce. Madame Dubois baissa les yeux. Je n'ai pas réfléchi. Non, convint Antoine. Vous n'avez pas réfléchi. Vous n'avez pas réfléchi à Fatima qui est malade et sans traitement. Vous n'avez pas réfléchi à Léa qui a 11 ans et fait la vaisselle à 4 heures du matin pour sauver sa mère. Vous n'avez pensé à rien d'autre qu'à vous-même. Madame Dubois ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Vous êtes renvoyé, dit Antoine, avec effet immédiat. Vous avez 1 heure pour quitter ce manoir. Et si jamais j'entends dire que vous avez fait du mal à quelqu'un d'autre, où que ce soit. Il se pencha plus près, les écailles maintenant visibles sur tout son visage. Vous découvrirez exactement ce que je suis. Madame Dubois se leva, ses jambes la soutenant à peine. Je vais partir, balbutia-t-elle. Oui, convint Antoine. Partez. Elle courut pratiquement vers la porte. Mais avant qu'elle ne puisse s'échapper, Antoine cria une dernière chose, et Madame Dubois. Elle se figea, n'osant pas se retourner. Si vous racontez à qui que ce soit ce que vous avez vu ici, avertit Antoine, personne ne vous croira, mais je le saurai,
et je vous trouverai. Madame Dubois ne répondit pas. Elle se contenta de courir, et Antoine resta seul dans son bureau, les écailles disparaissant lentement, ses yeux reprenant leur aspect normal, une menace éliminée. Mais il restait encore beaucoup à faire. 1 heure plus tard, Antoine se rendit à la chambre de Fatima. Il frappa doucement. Fatima ouvrit la porte, et lorsqu'elle vit de qui il s'agissait, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Monsieur de Valois, balbutia-t-elle, y a-t-il un problème? Puis-je entrer ?» demanda Antoine. Fatima hésita, jetant un coup d'œil à la pièce simple derrière elle. Au lit défait, assez peu d'affaires. « Bien sûr, » dit-elle doucement, « mais veuillez excuser le désordre. J'allais justement ranger. »« Pas besoin de s'excuser, » dit Antoine en entrant dans la pièce. « Je voulais juste vous parler. » Fatima resta figée, visiblement nerveuse, s'attendant clairement à être congédiée. Antoine s'assit sur la seule chaise de la pièce. « Fatima, » commença-t-il doucement, « depuis combien de temps êtes-vous malade ?» Fatima se figea. « Je ne suis pas malade, monsieur. Je suis juste fatigué, le travail. »« Fatima, » interrompit Antoine, sa voix douce. « Je sais. » Le visage de Fatima se décomposa. « Vous savez, » murmura-t-elle, « pour la maladie, pour Léa qui me couvre, pour toutes. » Fatima éclata en sanglots. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle, « s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je vais guérir, je vous le promets. Donnez-moi juste une autre chance. » Antoine se leva et posa ses mains sur ses épaules. « Fatima, » dit-il doucement, « je ne vais pas vous renvoyer. » Fatima leva les yeux vers lui, confuse. « Vous ne... »« Non, » confirma Antoine. « En fait, je suis venu vous proposer quelque chose. »« Quoi ?» Antoine prit une profonde inspiration. Il était temps de révéler la vérité. « Fatima, » dit-il solennellement, « ce que je vais vous dire peut sembler impossible. Mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance. » Fatima acquiesça, pleurant toujours confuse. « Je ne suis pas seulement votre employeur, » dit Antoine. « Je suis autre chose. » Et alors, il lui montra. Les écailles apparurent, les cornes poussèrent, une de ses mains se transforma, écailles à noir, griffes acérées, une main de dragon. Et les yeux de Fatima s'écarquillèrent de terreur. Elle recula, trébucha, et retomba sur le lit. « Qu'est-ce que vous êtes ?» souffla-t-elle. « Je suis le roi dragon, » déclara Antoine, « et je peux vous guérir. Une mère malade, une fille qui sacrifie tout, et un roi qui a finalement décidé d'utiliser son pouvoir pour protéger ceux qui en avaient le plus besoin. Si vous croyez qu'il y a des gens dans le monde prêts à faire la différence, continuez à regarder, parce que cette histoire vous rappellera que la bonté existe encore. » Fatima resta silencieuse pendant un long moment, fixant Antoine, les écailles, les cornes, la main de dragon. « C'est, » dit-elle finalement, « c'est vrai. » Antoine acquiesça. « C'est vrai. » Fatima déglutit difficilement. « Et vous pouvez me guérir. Vraiment, mes guérisseurs le peuvent, » dit Antoine. « Les dragons possèdent une médecine bien au-delà de ce que les humains connaissent. Si vous le permettez, ils peuvent découvrir ce qui vous affecte et le traiter. » Fatima baissa les yeux sur ses propres mains, tremblantes. Toujours tremblante ces derniers temps. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» Antoine s'assit à côté d'elle. « Parce que votre fille m'a trouvé en train de faire la vaisselle à 4 heures du matin, » dit-il. « Parce qu'elle a 11 ans et qu'elle porte le poids du monde sur ses épaules. Parce que personne ne devrait avoir à vivre ce que vous vivez. Et parce que, » il la regarda dans les yeux, « j'ai perdu ma femme il y a 3 ans. Et depuis, je me suis enfermé. J'ai arrêté de voir le monde autour de moi. J'ai arrêté d'aider les gens qui en avaient besoin. Votre fille m'a rappelé ce que j'avais oublié. »« Quoi ?
Qu'il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire, dit Antoine. Il y a toujours quelqu'un que nous pouvons aider, si nous choisissons de voir. Fatima baissa les yeux. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire, répondit Antoine. Vous avez juste besoin d'accepter. Fatima se tut, réfléchissant. Puis elle demanda quelque chose à laquelle Antoine ne s'attendait pas. « Est-ce que Léa le sait ?» demanda-t-elle. « Pour vous ?»« Non, » répondit Antoine. « Pas encore. » Fatima acquiesça. « Alors, je veux lui dire, » dit-elle. « Ensemble. Elle a tellement vécu. Elle mérite de savoir que tout va bien se passer. » Antoine sourit. « D'accord, » dit-il. « Disons-le, lui ensemble. » Léa était dans le jardin quand ils la trouvèrent, assise sur le même banc où elle avait parlé à Antoine, regardant le ciel. « Léa » appela Fatima doucement. La jeune fille se retourna, et lorsqu'elle vit sa mère debout à côté d'Antoine, ses yeux se remplirent d'inquiétude. « Maman. » Elle courut vers elle. « Tu devrais te reposer. Que s'est-il passé? Est-ce que tout va bien ?» Fatima prit les mains de sa fille dans les siennes. « Mon amour, » dit-elle, « assieds-toi ici avec moi. Nous devons parler. » Léa s'assit, le cœur battant dans sa poitrine. « Craignant le pire, Monsieur de Valois m'a tout dit, » commença Fatima. « Ce que tu faisais, les matins de bonne heure, le travail supplémentaire, l'école. » Léa baissa les yeux. « Maman, je sais pourquoi tu l'as fait, » continua Fatima, « et je t'aime pour cela. Plus que tout au monde. » Léa sentit les larmes monter. « Mais maman, » dit-elle, « je n'ai pas pu sauver. »« Tu as sauvé, » interrompit Fatima. « Tu m'as sauvé tous les jours. Chaque fois que tu as fait mon travail. Chaque fois que tu as caché tes propres difficultés. Tu m'as donné du temps, le temps dont j'avais besoin. Mais Madame Dubois, elle n'est plus là, » dit Antoine. Léa le regarda, confuse. « Quoi ?»« Elle est partie, » expliqua Antoine. « Et elle ne reviendra pas. » Léa ne comprenait pas tout à fait. Mais quelque chose dans son visage changea, un soulagement. « Et il y a plus, » dit Fatima. « Monsieur de Valois, il peut m'aider, me guérir. » « Comment ?» Fatima regarda Antoine. Antoine acquiesça. Et alors il se transforma. Pas complètement, mais assez. Écaille, cornesse, yeux de feu, une main de dragon. Léa recula, les yeux écarquillés de choc. « Vous êtes... » « Je suis le roi dragon, » déclara Antoine, « et j'ai des guérisseurs qui peuvent aider votre mère. » Léa regarda d'Antoine à Fatima, de Fatima à Antoine, traitant l'information, essayant de comprendre. « C'est vrai ?» demanda-t-elle. Antoine acquiesça. « Maman, c'est vrai. Et vous pouvez guérir, maman? Mes guérisseurs le peuvent. Et après ?» Léa hésita. « Après. Nous partirons? Nous serons renvoyés ?» Antoine s'agenouilla, pour être à la hauteur de ses yeux. « Léa, » dit-il doucement, « je ne vais pas vous renvoyer. En fait, je pensais à l'opposé. » « L'opposé. Je veux que vous restiez, » dit Antoine, « pas en tant que femme de ménage, en tant que... famille. » Léa cligna des yeux. « Famille, mon fils, Lucas, » continua Antoine. « Il a perdu sa mère il y a 3 ans. Depuis. Il n'a parlé à presque personne, ne sourit pas, ne joue pas. Mais depuis que vous êtes arrivé, il m'a posé des questions sur toi, voulait savoir si tu allais bien. C'est la première fois en 3 ans qu'il se soucie de quelqu'un d'autre que moi. » Léa ne savait pas quoi dire. « Lucas, il a besoin d'une amie, » dit Antoine. « Et j'ai besoin, eh bien, de me rappeler ce que c'est que d'avoir une vraie famille. Voudriez-vous nous donner cette chance ?» Léa regarda sa mère. Fatima pleurait, mais c'étaient des larmes différentes, des larmes de soulagement, d'espoir, d'un poids qui se soulevait enfin de ses épaules. « Maman, » dit Léa, « qu'est-ce que tu en penses ?» Fatima serra sa fille dans ses bras. « Je pense, » dit-elle, « que pour la première fois depuis longtemps, nous pouvons cesser d'avoir peur. » Léa ferma les yeux. Et enfin,
Finalement se laissa ressentir ce qu'elle retenait depuis des mois. Elle pleura. Elle pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis la maladie de sa mère. Elle pleura pour toutes les nuits blanches, pour tous les jours d'école manqués, pour toute la peur. Et Antoine attendait, simplement, la laissant pleurer, parce qu'il savait que parfois, pleurer est la seule façon de lâcher prise. 3 jours plus tard, les guérisseurs arrivèrent. C'étaient aussi des dragons, sous forme humaine, mais avec cette même lumière dans les yeux. Cette même présence qui n'était pas complètement de ce monde. Ils examinèrent Fatima pendant des heures. Effectuèrent des tests qu'aucun hôpital humain ne pouvait réaliser. Utilisèrent une technologie qui ressemblait à de la magie. Et quand ils eurent terminé, Antoine les convoqua à une réunion. Léa insista pour être présente. Antoine l'autorisa, parce qu'elle avait porté ce fardeau trop longtemps. Elle méritait de savoir. Le diagnostic est grave, déclara le chef des guérisseurs, une maladie chronique qui consume lentement son corps. Sans traitement, elle n'aurait, au plus, que quelques semaines à vivre. Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Des semaines. Mais, le guérisseur continua. Avec notre traitement, nous pouvons la guérir complètement. Il faudra quelques semaines de convalescence, mais elle ira bien, complètement bien. Léa se remit à pleurer, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement. Un soulagement pur. Elle va s'en sortir, répéta Léa. Vraiment, vraiment, confirma le guérisseur. Antoine posa sa main sur l'épaule de Léa. J'ai promis de vous aider, dit-il. Les dragons ne brisent pas leurs promesses. Léa se tourna et serra Antoine dans ses bras. C'était une impulsion. Elle ne réfléchit pas. Elle le serra simplement dans ses bras. Et Antoine, qui n'avait pas été serré dans les bras par un enfant depuis la mort de sa femme, sentit quelque chose fondre dans sa poitrine. « Merci », murmura Léa. « Merci. 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 » Antoine la serra à son tour. « De rien, dit-il. Toujours. » Le traitement de Fatima commença le jour même. Et dans les semaines qui suivirent, tout changea. Fatima commença à aller mieux presque immédiatement. La douleur diminua. L'énergie revint. La couleur revint à son visage. Et Léa. Léa pouvait enfin être une enfant. Elle retourna à l'école, se fit des amis, dormit toute la nuit, chaque nuit, et surtout, elle rencontra Théo. Au début, le garçon était timide, parlait peu, observait beaucoup, mais Léa était persévérante. Elle s'assit à côté de lui pendant les repas, lui posa des questions sur ses livres, l'invita à jouer dans le jardin, et petit à petit, Théo commença à répondre. Un mot par-ci, une phrase par-là, un petit sourire qui ne cessait de grandir. 3 semaines après le début du traitement, Antoine découvrit quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Léa et Théo, assis dans la bibliothèque, faisant leurs devoirs ensemble, riant, vraiment en train de rire, comme les enfants devraient rire. Antoine se tenait dans l'encadrement de la porte, observant, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 3 ans. La paix. Papa. Théo l'avait vu. « Viens voir, » dit le garçon. « Léa m'apprend les maths. Elle est vraiment douée. Je ne suis pas si doué que ça, » dit Léa. « Mais c'est amusant d'enseigner. » Antoine entra, s'assit avec eux. « Vous avez l'air de vous amuser, » dit-il. « On s'amuse beaucoup, » répondit Théo. « Et après, on va jouer aux échecs. Léa a dit qu'elle savait jouer. » « J'en connais un peu, » admit Léa. « Maman m'a appris. Votre mère joue aux échecs, » demanda Antoine. Léa hocha la tête. « Elle est très forte, plus forte que moi. Mais ces derniers temps, elle n'a pas eu. » Elle s'arrêta. D'énergie. Antoine acquiesça. « Peut-être que quand elle ira mieux, » dit-il, « vous pourrez rejouer. » Léa sourit. Ce sourire qui était resté caché si longtemps. « J'aimerais bien, » dit-elle. Antoine regarda les 2 enfants, son fils qui revenait enfin à la vie, et Léa qui pouvait enfin vivre, et pensa à comment tout avait commencé, avec une fille faisant la vaisselle à 4 heures du matin.
Et comment cela s'était terminé? Avec une famille, improvisée, inattendue, imparfaite, mais une famille néanmoins. Un mois plus tard, le manoir de Valois était différent, plus vivant, plus rempli, plus familial. Fatima était complètement guérie, travaillant désormais non pas comme femme de ménage, mais comme directrice du domaine. Un poste créé spécialement pour elle, avec un salaire, avec des avantages, avec du respect. Léa avait rattrapé tous les cours manqués, était parmi les meilleurs de la classe, et surtout, avait des amis, de vrais amis. Théo parlait maintenant, pas seulement des mots isolés, des phrases complètes, des blagues, des histoires. Lui et Léa étaient inséparables, frères et sœurs de cœur sinon de sang. Et Antoine. Antoine avait retrouvé quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais, un but. Ce soir-là, tout le monde était réuni dans la salle à manger. Fatima, Léa, Théo et Antoine. Une famille. Vous savez à quoi je pensais, dit Léa entre deux bouchées. À quoi? Demanda Fatima. Qu'il y a un mois, je me levais à 4 heures du matin pour faire la vaisselle, dit Léa. Et maintenant, je me lève à 7 heures, et la seule chose que j'ai à faire, c'est aller à l'école. Théo rit. Tu te lèves encore parfois à 4 heures, dit-il. Je t'entends marcher dans le couloir. Léa rougit. Parfois, j'ai soif quand je me réveille, dit-elle. Antoine sourit. Tu peux te réveiller quand tu veux, dit-il, du moment que tu dors suffisamment. Léa hocha la tête. C'est le cas, dit-elle. Pour la première fois depuis longtemps. Je dors, vraiment. Fatima prit la main de sa fille. Moi aussi, dit-elle. La table se tut un instant. Un bon silence. Confortable, comme une famille. Papa, dit Théo. Oui, merci, dit Théo. De les avoir amenés ici, Il hésita. De faire à nouveau attention. Antoine sentit ses yeux picoter. « C'est à vous de me remercier, » dit-il, « de m'avoir rappelé ce qui compte. » Théo sourit. Ce sourire, qui était resté caché pendant 3 longues années. Maintenant, il brillait, libre. « C'est Léa qui a aidé, » dit-il doucement. Léa rougit encore plus. « Je n'ai rien fait, » marmonna-t-elle. « Tu as tout fait, » insista Théo. « Tu as été la première personne qui m'a donné envie de reparler. » Léa ne savait pas quoi dire. Alors elle tendit simplement la main, lentement, timidement, et Théo la saisit, fermement. Frère, pas par le sang, mais par choix, ce qui, parfois, est encore plus fort. Fatima leva les yeux vers Antoine, ses yeux remplis de gratitude. « Merci, » murmura-t-elle. « Pour tout. » Antoine secoua légèrement la tête, un rare sourire sincère illuminant ses lèvres. « C'est à moi de vous remercier, » répondit-il, sa voix chargée d'émotion. « Vous m'avez rendu ma famille. » Fatima sourit chaleureusement. « Alors je suppose que nous sommes quittes, » dit-elle, une lueur espiègle dans les yeux. Antoine gloussa doucement. « Nous sommes quittes, » acquiesça-t-il, les mots portant le poids d'une compréhension tacite. Et cette nuit-là, quand tout le monde s'était enfin endormi, Antoine fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis ce qui lui semblait être une éternité. Il vérifia discrètement si Théo allait bien, en jetant un coup d'œil dans sa chambre. Le garçon dormait profondément, tranquille, serein, en PAX. Puis il continua, s'arrêtant devant la chambre de Léa. Elle aussi dormait. Son visage se détendit, complètement apaisé, enfin au repos, comme un enfant devrait l'être. Et enfin, il se dirigea vers la chambre de Fatima, son cœur battant un peu plus fort à chaque pas. Elle était éveillée, sa silhouette baignée par la douce lueur d'une lampe de chevet, en train de lire. « Monsieur de Valois, » dit-elle doucement, reconnaissant sa présence dans l'embrasure de la porte. « Antoine, » corrigea-t-il gentiment. « Juste Antoine. » Fatima sourit tendrement. « Antoine, » répéta-t-elle, goûtant le nom sur ses lèvres. « Tout va bien ?»« Non, » dit-il, son regard s'adoucissant. « Juste, je passais voir, m'assurer que tout le monde va bien. » Fatima referma lentement son livre, marquant la page d'un doigt délicat. « Nous allons bien, » dit-elle.
sa voix empreinte d'une force tranquille. « Pour la première fois depuis longtemps, nous allons vraiment bien. » Antoine acquiesça lentement, ses yeux croisant les siens dans une silencieuse compréhension. « Bonne nuit, Fatima. »« Bonne nuit, Antoine. » Il referma doucement la porte, la laissant dans la tranquille solitude de sa chambre, et redescendit le couloir silencieux, son esprit bouillonnant, pensant à comment tout avait commencé, avec une jeune fille de 11 ans, Léa, avec des mains rouges, gercées, faisant la vaisselle à 4 heures du matin pour sauver sa mère, toute seule, et comment cela s'était terminé, enfin, heureusement, avec une famille, avec une guérison, avec de l'espoir, avec un foyer. Antoine sourit, un sourire sincère, chaleureux, qui illuminait ses yeux, et pour la première fois depuis 3 ans, il dormit en PX. Ainsi se termine notre histoire. Une histoire de sacrifice, d'amour, de ce que les enfants sont capables de faire pour ceux qu'ils aiment. Léa avait 11 ans. Elle aurait dû jouer, étudier, simplement être une enfant. Au lieu de cela, elle portait le poids du monde sur ses petites épaules, jusqu'à ce que quelqu'un enfin remarque, enfin aide, enfin la voie. Si cette histoire vous a plu, laissez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle qu'il y a toujours de l'espoir. Parce qu'il y en a toujours. Parfois. Cela arrive à 4 heures du matin, quand on s'y attend le moins. À bientôt pour une prochaine histoire.